Et je suis ravie d'accueillir maintenant Camille Pollan. Camille Pollan qui est historienne de l'art, critique d'art et enseignante, professeure à l'École nationale supérieure de Lyon. Elle est l'autrice d'une thèse de doctorat portant sur le périssable dans l'art des années 60 et 70, ce qui fait d'elle un interlocuteur incontournable pour notre objet d'étude aujourd'hui. Et ses champs de recherche sont pourtant très variés. Elle dit travailler d'une façon un peu énigmatique en ce moment sur les ateliers d'artistes, les champignons, les petites énergies, les œuvres en convalescence, les irreproductibilités, les mâchouillements, les vieilles dames, la bombe atomique, l'art Castelroussin, les scarabées bousiers et les boulettes, et les livres d'or. Et c'est en toute logique aujourd'hui qu'elle nous parlera de Gustave Metzger et du Dias. Voilà, donc on t'écoute Camille et merci beaucoup. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Vous me voyez ou... On te voit. Ok. Et si tu veux partager ton écran, c'est tout à fait possible. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, je vais juste te mettre en plein écran. Donc là, normalement, ça marche. En fait, je vois que certains d'entre vous. Donc, est-ce que certains peuvent me mettre un pouce en haut si ça marche ou... Tout va bien, ça marche impeccablement. Ouais. On voit tout. Merci. Alors d'abord, je voulais remercier tout le monde, Emma, Barbara, puis vous, les étudiants, les étudiantes qui m'avaient bien fait rire à la pause. Toutes vos histoires de crêpes et de confiture maison, de plage, tout ça, ça m'a ému. Je trouvais ça très, très bien. C'était un petit retour comme ça dans le réel, très vif, mais ça fait toujours plaisir. Alors, je dois avouer que c'est un petit peu pareil que pour la communication d'avant. Je ne vous ai pas promis un bouquet de roses, donc je me suis rendu compte que cette communication n'était pas d'une légèreté infinie ou d'une joie incroyable. Mais en ce qui me concerne, en fait, je vais essayer de vous parler, de vous présenter le parcours de Gustave Metzger, qui est un artiste apatride et qui, à mon sens, est un artiste absolument passionnant. Alors, à la fois pour ses activités d'artiste, mais aussi ses activités de théoricien de l'autodestruction. Et puis, alors je voulais aussi préciser que j'ai un PowerPoint, une documentation qui a la... Comment dire, c'est pas une qualité, mais enfin, elle est assez austère parce que travailler sur Metzger, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a un manque d'images, d'œuvres, comme vous allez le voir. Alors, pour présenter en quelques mots Gustave Metzger, Metzger est né en 1926 à Nuremberg. Il est né dans une famille de juifs polonais et son histoire est très rapidement marquée par la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, il émigre au Royaume-Uni avec son frère grâce à un comité d'aide aux enfants juifs d'Europe de l'Est. Et bien plus tard, il apprend le meurtre de ses parents en camp de concentration, donc survenu vers 1943. Donc ça, c'est assez important parce que c'est pas quelque chose qui vient déterminer toute la vie de Metzger, mais c'est un événement fondateur en fait dans sa pensée politique. En 1948, il devient apatride. Il demande en fait un passeport apatride en Angleterre, qui est le pays où il a vécu et travaillé toute sa vie. Il est décédé en 2017. Alors très rapidement, Metzger va s'orienter vers l'art et également va s'engager politiquement comme activiste. Et ces deux activités, on va voir, n'ont pas été très éloignées l'une de l'autre. En ce qui concerne l'activité artistique, tout commence véritablement vers 1959, lorsque il présente pour la première fois ses œuvres, donc qui sont une série qui s'appelle les Cardboards, qui sont des œuvres sur carton, qui sont présentées à Londres. Mais ce n'est pas tellement les Cardboards qui m'intéressent à ce moment-là, c'est le fait que Metzger, à l'occasion de cette exposition à Londres, fait paraître un manifeste, donc un premier manifeste. Alors il va y en avoir plein des manifestes dans la carrière de Metzger, vous allez voir. Je ne vais pas tous vous les faire lire en entier parce que c'est un peu long. Mais il y a ce premier manifeste qui paraît, alors dans le cadre de l'expo, c'est sans doute une feuille un peu mal renéotypée. Enfin, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui a eu une diffusion incroyable, mais ce premier manifeste
va poser les jalons de son intérêt pour ce qu'il va appeler l'ADA, ADA, ou Autodestructive Art, donc art autodestructif. Je vous l'ai mis en fait ici, ce premier manifeste, je vais vous le lire très, très rapidement parce qu'il est assez court celui-là. L'art autodestructif est avant tout une nouvelle forme d'art public destinée aux sociétés industrielles. La peinture, la sculpture et la construction autodestructive sont le résultat global de l'idée, du lieu, de la forme, de la couleur, de la méthode et de la temporalité du processus de désintégration. L'art autodestructif peut être réalisé grâce aux forces naturelles, aux techniques artistiques traditionnelles et aux procédés technologiques. Le son amplifié du processus d'autodestruction peut faire partie intégrante de la conception globale. L'artiste peut collaborer avec des scientifiques et des ingénieurs. L'art autodestructif peut être réalisé mécaniquement et assemblé en usine. Les peintures, les sculptures et les constructions autodestructives ont une durée allant de quelques minutes à 20 ans. Lorsque le processus de désintégration est terminé, l'œuvre doit être retirée du site et mise au rebut. Bon, alors on voit que ce texte est fondé vraiment sur la possibilité, c'est-à-dire que l'artiste peut collaborer, le son peut faire partie intégrante, l'art autodestructif peut être réalisé, donc c'est beaucoup de possibilités. Et ça, on verra que c'est une sorte de constante en fait chez Metzger, la possibilité de faire des choses qui ne veut pas dire nécessairement faire les choses. Au moment de la publication de ce manifeste, l'art autodestructif n'est donc qu'une théorie qui est énoncée par Metzger et elle ne prend pas de forme concrète. Même les cardboards que je vous ai montrés tout à l'heure n'entrent pas dans la définition qu'en donne Metzger. Une semaine après l'ouverture de cette exposition, Metzger va réussir à faire publier son manifeste dans le Daily Express, qui est quand même pas tout à fait rien. Et le même jour, il assiste à une conférence de Jean Tinguely, dont on a déjà parlé tout à l'heure, dont Barbara vous a parlé tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, je suis un peu embêtée parce que je vous vois très bien, mais du coup, ça me cache mon PowerPoint. Non, ça va là quand même. Voilà, alors, cette conférence de Jean Tinguely qui est organisée à Londres, à l'ICA, donc Institute of Contemporary Art, c'est une conférence qui a été assez marquante pour pas mal de spectateurs et qui a été aussi assez marquante pour Gustav Metzger. Alors, pour vous expliquer un peu, parce que l'image vous donne assez peu de compréhension de ce qui s'est passé, la petite citation que je vous ai mise de Terry Hamilton, qui était la femme de l'artiste Richard Hamilton, je ne sais pas au juste de quoi il a parlé, mais c'était formidable, résume assez bien le ressenti de plein de gens qui ont assisté à cet événement, c'est-à-dire on ne comprenait rien, mais c'était quand même pas si mal. Alors, je vais essayer quand même de vous décrire. En gros, si vous voulez, la soirée a commencé par une conférence de Tinguely. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas une conférence de Tinguely, c'était une conférence que Tinguely avait enregistrée à l'avance, puis diffusée. Mais Tinguely ne parle pas très bien anglais et les moyens de diffusion sont nuls. Donc, en fait, personne ne comprend rien. En plus, Tinguely a un accent suisse très prononcé. Donc, finalement, les Anglais qui sont présents à cette conférence sont juste morts de rire, mais ne comprennent pas du tout ce que raconte Tinguely. Donc ça, c'est le début de la conférence. Donc déjà, ça commence très bien. Et ensuite, il y a une présentation d'une machine à dessiner de Tinguely, donc comme vous avez vu, comme Barbara vous a montré, et d'un événement au cours duquel deux cyclistes déroulent au moyen de pédales à vélo des rouleaux de papier qui sont frottés à une sorte de machine en creuse, je ne sais pas comment expliquer ça, qui se déroule comme ça sur les spectateurs. Donc ça provoque une sorte de joyeux bazar. Et alors, voilà, cet événement a marqué un peu les spectateurs, mais parce que d'abord, ça avait été un événement assez joyeux et un peu foutraque. Donc toujours est-il que nous, heureusement, la magie des archives, on a quand même le texte de la conférence de Jean Tinguely, dont je vous ai choisi quelques extraits. Voilà, aujourd'hui, nous ne pouvons plus croire en des lois permanentes, des religions définies, une architecture durable ou des royaumes éternels. Tout est mouvement, tout est statique. La décomposition n'existe pas. La décomposition est un état uniquement envisagé par nous parce que nous ne voulons pas exister et que nous en avons peur. Il n'y a pas de mort. La mort existe uniquement pour ceux qui ne peuvent pas accepter l'évolution. Alors, on pourrait aujourd'hui appeler ça du déni, comme on veut, quoi. On peut l'appeler autrement, mais enfin, en tout cas, ça va être des idées que Tinguely va développer sur plusieurs années à partir de la fin des années 50,
finalement, voilà, il n'y a plus de loi permanente et il faut se méfier de tout ce qui paraît permanent, surtout dans l'art. Par exemple, Tinguely va beaucoup expliquer qu'il faut arrêter d'utiliser du bronze, arrêter d'utiliser du marbre, qui sont des matières permanentes, pour aller justement vers des formes qui ont un caractère soit périssable, soit obsolète. Alors, j'avais mis un autre texte, mais je vais passer assez rapidement, duquel Tinguely s'est inspiré, mais je crois que c'est un peu fatigant. Puis j'ai vu qu'il y a des étudiants qui étaient sur leur portable. Je me dis, personne n'a envie de lire des textes trop longs sur le portable. Toujours est-il que, si vous voulez, on a à peu près au même moment 2 artistes qui vont théoriser des questionnements autour de la destruction, avec d'un côté Metzger en Angleterre et de l'autre côté Tinguely, qui va donc avoir cette première conférence en Angleterre, puis après développer particulièrement cette question à travers l'hommage à New York, dont Barbara a parlé tout à l'heure, qui a lieu en mars 1960, donc qui est cette immense machine autodestructrice installée dans les jardins du Museum of Modern Art pour une soirée, et qui, pendant cette soirée, s'est autodétruite sous les yeux d'un public un peu fasciné, avec renfort de fumée, de flammes. Il y avait même un pompier avec un extincteur. Enfin, c'était quand même relativement dangereux, l'œuvre de Tinguely. On ne pouvait pas s'en approcher, par exemple. Donc, si vous voulez, on a voilà, d'un côté cette grande machine très spectaculaire, et de l'autre, le manifeste de Metzger, où il n'y a pas de concrétisation particulière de son désir autodestructif. Il y a toujours eu une sorte un peu de lutte entre les deux artistes pour savoir qui était le premier. J'aurais tendance à dire qu'ils se sont un peu tiré le bourrichon pour savoir lequel arrivait avant l'autre. Donc c'est vrai que Metzger a toujours essayé de faire publier ses manifestes avant Tinguely. Donc il a réussi, Metzger, à faire publier un deuxième manifeste avant que Tinguely fasse son hommage à New York, juste une semaine avant. Donc Metzger ne va toujours pas réaliser d'œuvre, mais va publier donc un deuxième manifeste en mars 1960, une semaine avant l'hommage à New York. Et il va faire accompagner ce manifeste d'une petite maquette, parce qu'il fait paraître ce manifeste également dans la presse, par une petite maquette. Alors là, telle que vous la voyez, je suppose que ça ne vous impressionne pas particulièrement. C'est une maquette de sculpture autodestructrice. Un petit peu compliqué pour moi de comprendre comment elle a été faite, mais je suppose qu'elle est faite en agrafe. Donc c'est quelque chose d'assez précaire, d'assez pauvre comme ça. Et à l'origine, Metzger imaginait que la sculpture définitive ferait 4,50 m de haut. Elle serait constituée de ces 3 formes rectangulaires. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la déplace. Oui, si, on la voit. Oui, Donc, on la voit, ouais. ah ouais, merci. Donc voilà, on a une forme, 2 formes, 3 formes. Donc 3 grandes formes rectangulaires en acier, et qui s'autodétruiraient en 10 ans, notamment par l'effet de la pluie, des conditions climatiques. Alors si je compare les deux, je pense que c'est assez évident qu'il y a vraiment une sorte de dichotomie énorme sur la façon dont ces deux artistes envisagent l'autodestruction. On a d'un côté un art autodestructif, celui de Tinguely, qui est extrêmement spectaculaire, dans lequel des moyens énormes sont mis, parce que le musée aussi accueille cette œuvre. Enfin, c'est une œuvre qui a posé plein de problèmes aussi à l'institution qui l'accueillait, enfin, tout simplement parce qu'il y a eu des débats énormes entre les conservateurs du musée. Donc on a cette grande machine très spectaculaire avec des moyens techniques. Il y a un ingénieur qui travaille avec Tinguely pour réaliser cette œuvre. Il y a un pompier qui est présent, etc. Et de l'autre côté, les maquettes un peu précaires de Gustav Metzger, et qui n'ont jamais été réalisées. C'est toujours demeuré à l'état de maquette. Alors concernant le manifeste dont j'ai parlé, qui accompagne cette maquette de sculpture autodestructrice, là, on va voir, voilà, on a un manifeste un petit peu différent, parce que tout à coup, contrairement à Tinguely, non, pardon, je ne vais pas parler en même temps que le texte, sinon on ne comprend rien. Mais, ce deuxième manifeste, tout à coup, en fait, vous avez la question nucléaire qui va entrer en jeu. C'est quelque chose que Tinguely n'aborde pas dans ses manifestes, c'est pas pour ça que c'est pas important, mais chez Metzger, ça va commencer à prendre beaucoup d'ampleur. Donc je vous lis des extraits de ce manifeste qui est beaucoup plus long que le premier.
L'homme qui parcourt Regent Street est autodestructif. Les fusées et les armes nucléaires sont autodestructives. Art autodestructif. La chute, chute, chute en chute libre des bombes HH. Les matériaux et techniques utilisés pour créer l'art autodestructif peuvent être les suivants. L'acide, l'adhésif, l'argile, la balistique, le béton, le bois, la combustion, la chaleur, la charge, la chute, le cinéma, la compression, la corrosion, la cybernétique, etc. etc. Donc, dans cette liste, vous avez aussi vous avez des techniques classiques de la sculpture, vous avez l'argile, vous avez le métal, vous avez le plâtre, etc. Mais il y a aussi l'énergie nucléaire, vous avez aussi le stress, vous avez aussi la vibration, le rayonnement, toutes sortes de choses qui sont en fait soit des énergies impossibles à capter, soit des énergies qui, a priori, ne rentrent pas du tout dans le champ de l'art. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, l'hommage à New York, lui, va intégrer des choses peut très bien intégrer des choses de ce manifeste, puisque dans l'hommage à New York, on a en l'occurrence toutes sortes d'énergies qui sont mises en œuvre. Donc, je ne m'étendrai pas sur l'hommage à New York, et si vous voulez, on pourra en reparler après dans les questions. Et d'ailleurs, je suis désolée, je ne vois pas du tout le chat, donc n'hésitez pas à garder des questions si vous en avez, ou vous pouvez toujours les poser ou parler de confiture, ça me va très bien. Mais je verrai après, parce que je n'ai pas réussi à comprendre tout simplement comment mettre le chat en même temps. Donc, en fait, si j'ai parlé de cet hommage à New York et Tinguely, c'est un peu pour replacer dans le contexte, parce que parfois, on a une image de Metzger comme étant un artiste très, je sais pas comment dire, très très marginal et très éloigné en fait du monde de l'art de son temps, alors que c'est pas tout à fait le cas. Alors, Metzger n'a pas assisté à l'hommage à New York, il n'était pas à New York à ce moment-là. Par contre, il en a entendu parler, il savait que ça allait se passer, il a vu des images, ça l'a beaucoup marqué. Et quelques mois après, il va lui-même expérimenter un système, enfin une technique de peinture autodestructive. Alors pour le coup, avec de l'acide chlorhydrique. Donc là, vous voyez une photographie de Metzger dans son atelier en train de peindre donc vous avez un pinceau et puis une petite coupelle dans laquelle il y a l'acide chlorhydrique. Metzger porte des lunettes de protection et en fait l'acide chlorhydrique, quand il est utilisé sur des toiles de nylon, qui sont les toiles utilisées là par Metzger, ça détruit très très rapidement en fait en quelques minutes la toile. Cette technique de peinture à l'acide d'abord est expérimentée à l'atelier, puis ensuite elle est expérimentée en public. Et là, en fait, en l'occurrence, c'est là que je commence à avoir vraiment des problèmes parce qu'il me manque tout simplement, il n'y a pas, pour certaines performances, il n'y a pas du tout d'image de Metzger. Donc la toute première performance en public, je crois que les photographies ont été perdues. C'était une performance à la Temple Gallery à Londres. Et je n'ai trouvé que cette image-là, qui est une image en fait de la conférence que Metzger a donnée à l'issue de sa performance. Conférence qui va devenir un mode d'intervention privilégié de Metzger à ce moment-là. Donc en général, il réalise une performance à l'acide et après donne une conférence. Là, ce que vous pouvez voir sur cette image, c'est que donc Metzger qui est en train de parler, et sur la table qui est derrière lui, vous avez les maquettes autodestructrices qui sont sur la table. En juillet 61, donc l'année suivante, Metzger va réaliser une performance qui est devenue par la suite assez célèbre et qui vient sans doute marquer d'une pierre blanche ses recherches sur l'art autodestructif, qui s'appelle l'Acid Action Painting. Alors là, pour le coup, on a des images et c'est pas sa première performance en public, mais enfin, en tout cas, c'est celle qui a le plus marqué, on va dire, visuellement. C'est une performance qui a été donnée à Londres en extérieur. Elle devait faire partie d'une série d'événements autour de l'ouverture de l'International Union of Architects. Bon, peu importe, mais l'événement a été refusé et en fait, Metzger a dû faire l'action de façon autonome. Parce que si je vous précise ça, c'est que à de nombreuses reprises, Metzger a eu du mal à faire accepter ses œuvres et ses performances, alors même qu'il n'était pas le seul à ce moment-là à s'intéresser à cette question de la destruction et aussi de l'autodestruction. Alors pour vous résumer un peu, même si évidemment là on a des photographies en noir et blanc, mais
les écrans de nylon qui étaient face à Gustav Metzger étaient colorés, il y avait un rouge, un blanc et un noir. Et à l'aide d'un pinceau ou d'un petit vaporisateur, il a détruit en quelques minutes en fait, ces différents panneaux de nylon. Il y avait aussi normalement une autre œuvre qui devait être présentée, une autre œuvre autodestructive, mais qui est restée à l'état de vague projet qui n'a jamais été réalisée. À cette occasion, un nouveau manifeste a été écrit. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, de toute façon, chez Metzger, c'est souvent, il y a une expo, il y a un nouveau manifeste. Donc, un nouveau manifeste est écrit. Manifeste qui, là, pour le coup, est encore plus agressif politiquement que les deux premiers, puisqu'il va s'attaquer, là, pour le coup, outre la question nucléaire, vraiment aux valeurs capitalistes. Excusez-moi. Voilà, alors je vous en ai mis des extraits. Je vais essayer de le lire rapidement. Chaque fait visible exprime complètement sa réalité. Certaines formes produites mécaniquement sont les plus parfaites de notre époque. Le soir, quelques-unes des plus belles œuvres d'art produites aujourd'hui sont déversées dans les rues de Soho. L'art autocréatif est l'art du changement, de l'évolution et du mouvement. L'art autodestructif et l'art autocréatif visent à intégrer l'art au progrès de la science et de la technologie. L'objectif principal est la création, grâce à l'informatique, d'œuvres d'art dont les mouvements sont programmés et qui intègrent leur propre autorégulation. Grâce à différents dispositifs électroniques, le spectateur peut influencer directement l'action de ces œuvres. L'art autodestructif lance une attaque contre les valeurs capitalistes et la marche forcée de l'anéantissement nucléaire. Je précise là encore, c'est-à-dire que tout ça reste à l'état de projet. Metzger va parler des nouvelles technologies et de l'informatique comme manière de pouvoir organiser l'art autodestructif, mais n'a jamais en fait réalisé ces œuvres-là. Malheureusement, je pense aussi pour Metzger, ces textes ont peut-être moins marqué à l'époque que les images, et notamment la manière dont lui s'était habillé, notamment pour sa performance Acid Action Painting. Ça a beaucoup marqué les esprits parce qu'il avait effectivement une veste épaisse, des gants, un casque et surtout un masque à gaz qui le faisait ressembler évidemment à un soldat et faisait écho pas tellement à l'univers du bricolage, si vous voulez, mais évidemment à un univers beaucoup plus guerrier et aussi à l'univers des gaz de la Première Guerre mondiale que Metzger, ceci étant, pas du tout connu. Et je vous renvoie aux images qu'on a vues tout à l'heure, parce que bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a vu donc... Ah bah alors là, évidemment. Hop, voilà. On a vu déjà une première photographie de Metzger à l'atelier. Ce qu'on voit bien, c'est que dans ses essais à l'atelier, Metzger n'est pas du tout habillé de la même manière. Il y a un vrai désir de s'accoutrer d'une manière dont il sait que ça va vraiment heurter les esprits, sachant qu'on n'est que 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui en plus au Royaume-Uni a été vécue d'une manière très différente que sur le continent. Je pense que c'est très important de dire que même si cet accoutrement est en partie justifié par l'emploi de matériaux dangereux, en réalité, je pense que Metzger, comme d'autres artistes de cette époque, notamment Joseph Beuys et Wolf Vostell, ont vraiment réfléchi à la façon dont leur habit, leur mise en scène d'eux dans des contextes performatifs ou non performatifs, pouvaient marquer les esprits. Et dans le cas de Joseph Beuys, par exemple, c'est la veste multipoche, le chapeau, la canne, parfois Eurasia. Mais dans le cas de Vostell et de Metzger, la référence à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre de manière générale est très forte. C'est-à-dire que Vostell, en s'habillant en juif orthodoxe, par exemple, en conservant des papillotes et un chapeau qui n'est pas un strémol, mais qui ressemble un petit peu, et Metzger, avec son accoutrement de soldat, savent qu'ils vont véritablement marquer. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas de Vostell comme de Metzger, qui se connaissent très bien tous les deux, c'est quelque chose qui n'est pas abordé, qu'ils n'abordent pas du tout dans leurs écrits, dans leurs entretiens. Ça reste une forme de tabou. Alors,
je suis en train de regarder mon texte et je me dis, mais où est ma transition? Je sais pas du tout, j'étais en train de parler, puis alors du coup, je ne sais pas du tout où est ma transition. Ce que je voulais dire, c'est que la question de la guerre, la question de la Seconde Guerre mondiale, elle va vraiment exuder dans tout le travail de Metzger. C'est là qu'on va voir qu'il va y avoir une différence très forte entre lui et d'autres artistes qui sont exactement de la même génération, mais qui n'ont pas connu les mêmes tragédies que Metzger pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est que lui va expliquer que son intérêt et son rapport très fort à l'autodestruction sont liés vraiment à cette histoire-là et pas à des questions qui seraient purement esthétiques ou purement plastiques. Donc, dans un entretien donné quelques années avant son décès, il expliquait notamment, alors je vous ai mis la phrase, je ne pense pas que ce soit le contexte artistique qui m'est tourné vers la destruction, parce que j'y étais déjà sensibilisée par mon expérience à Nuremberg, à voir les nazis défiler dans les rues et à entendre des histoires de juifs tabassés, et finalement par la destruction de notre maison par les nazis. Eh bien, je pense qu'il y a là assez de destruction pour remplir toute une vie. Et ce qui me paraît vraiment fondamental dans ce type de déclaration, c'est que Metzger se place toujours du point de vue de l'expérience vécue, qu'elle soit artistique ou non d'ailleurs, et pas du point de vue d'un domaine qui serait l'art et séparé du reste de l'expérience quotidienne. Alors justement, à propos de cette expérience quotidienne, j'ai parlé tout à l'heure de son engagement en tant qu'activiste et je n'ai pas du tout développé, donc je vais y revenir maintenant. Dans les années 50, il va être cofondateur d'un comité pour le désarmement nucléaire et de différents comités pour le désarmement nucléaire. Et puis, il est aussi membre fondateur du Committee of 100, qui est un groupe anti-guerre qui prône la désobéissance civile et la résistance non violente. Et ça lui vaut quand même un séjour en prison d'1 mois. Donc, ce n'est pas tout à fait anodin de voir que dans ces différents textes, dans ces différents manifestes, Metzger va attaquer frontalement, par exemple, le capitalisme, le marché de l'art, et notamment dans son 4e manifeste. Je ne sais pas si vous me suiviez, mais peu importe. Sachez qu'il y a beaucoup de manifestes. Il y en a 5 ou 6, ça dépend comment on compte. Et dans ce 4e manifeste, en 1962, qui est encore beaucoup plus sombre que les précédents, si tant est que c'est possible, je vous lis les extraits que j'ai choisis. Absolument tout, absolument tout, absolument tout, absolument tout. Un monde au bord de la destruction. Nous évacuons l'art des galeries et des musées. L'artiste doit détruire les galeries d'art. Institution capitaliste, zone d'imposture. Vous autres salopards puants qui fumez des cigares et vous, bande de vaches qui puez le dernier parfum à la mode et vendez des œuvres d'art. L'artiste ne veut pas que son travail soit possédé par de puants personnages. Il ne veut pas être indirectement pollué lorsque son œuvre est observée par des gens qu'il déteste. L'appropriation par l'artiste d'un objet est une activité bourgeoise à bien des égards, une sorte de condescendance, un sentiment de supériorité vis-à-vis de l'ouvrier. L'appât du gain, cela vaut maintenant X francs parce que je l'ai décidé, l'artiste agit dans un cadre politique, qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non. Alors dans ce manifeste qui est vraiment très long, Metzger va aussi beaucoup critiquer les artistes qui se soumettent aux exigences capitalistes du marché, et notamment les artistes qui produisent des objets pour ce marché. Donc même s'il ne les cite pas, il est évident que des personnes comme Tinguely sont nommément désignées dans ce type de texte, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment, se soumettent à ce désir capitaliste de produire des objets et de les acheter et de spéculer sur eux. Je pense qu'il fait aussi très directement référence, alors il les cite, les nouveaux réalistes, et notamment des personnes comme Armand ou Spoerry. Spoerry, alors justement, Daniel Spoerry avait invité Metzger à participer à un festival qui s'appelle le Festival of Misfits. Alors là, je suis désolée, c'est pareil, au niveau image, je vais pas être ça va pas être très glorieux. Là, vous avez l'annonce du Festival of Misfits. Donc l'idée du Festival of Misfits qui a eu lieu à Londres en 62, c'était d'inviter différents artistes qui, pour une raison ou une autre, étaient des marginaux du monde de l'art. Aujourd'hui, ils ne le sont plus du tout, évidemment, mais à l'époque, ils l'étaient. Donc, avait été invité notamment, je ne sais pas si vous voyez ici, Gustave Metzger en sa qualité de juif échappé, Robert Filiou, un bon arien huguenot, il y avait aussi Benjamin Patterson, noir capturé vivant,
Ben Vautier, différents artistes, pour certains associés à Fluxus, pour d'autres c'était un petit peu plus éloigné comme Metzger. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que Metzger est invité à ce festival des marginaux, il propose une œuvre autour de la crise des missiles à Cuba, et son œuvre est censurée par Spoerry. Donc, être censuré par les marginaux, si ça, c'est pas formidable. Mais toujours est-il que pendant ce festival, Metzger va proposer une performance, une présentation à l'acide, comme il l'avait déjà fait auparavant. Alors, je suis désolée, ma photographie est catastrophique, mais comment dire, de l'aveu même de Metzger, la performance était catastrophique. Il avait, alors je ne sais pas si c'est très visible sur mon image, il avait enrobé les gens du public dans des feuilles de plastique pour que les gens se prennent pas de projection d'acide. Donc là, ce que vous voyez autour de cette dame charmante avec des cheveux frisés, c'est une sorte de petit capuchon en plastoc. Et là, dans le fond, on voit Ben Vautier qui est recouvert d'une sorte de capuchon en plastique. C'est pareil. Donc, tout à coup, en fait, ces événements à l'acide qui sont censés être très tragiques deviennent un petit peu grotesques, quoi. Mais toujours est-il que dans ce contexte-là, l'art autodestructif de Metzger échappe de fait au système marchand. Il n'y a toujours rien à montrer, il n'y a pas d'œuvre à vendre. Tout passe chez Metzger par la théorie, les textes, les manifestes et des démonstrations à l'acide où à la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien à récupérer. Maintenant, alors je suis désolée, je vois que je parle aussi, moi. On va voir, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je voulais évidemment aller vers le Destruction in Art Symposium, le DIAS, que j'ai évoqué au tout début. Je voulais juste vous faire prendre un tout petit peu de recul sur la façon dont Metzger s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler un âge atomique qu'il a partagé avec de très très nombreux artistes, évidemment au début des années 60. Je fais une sorte de melting pot résumé de différents artistes qui ont été, ou pas artistes d'ailleurs, mais de différentes formes de culture visuelle qui ont été influencés, inspirés par la question du nucléaire, avec des personnes qui ont été directement touchées, comme Onkawara, par exemple, qu'on connaît pour toutes sortes d'autres œuvres, et pas celle-là, mais qui a réalisé des séries de dessins autour de personnes blessées dans les attaques d'Hiroshima et Nagasaki. Dans le pop art, on a de nombreux champignons nucléaires. Yves Klein a travaillé sur les empreintes de corps comme les empreintes de corps à Hiroshima. Mais vous avez aussi, par exemple, Miss Atomic Bomb, que vous voyez là en bas à gauche, qui a été un concours de Miss assez célèbre à la fin des années 50, où on élisait la meilleure bombe atomique, enfin la meilleure femme bombe atomique, et après avait un déguisement en forme de bombe atomique, comme Lee Merlin, là, voilà, qui est une des plus connues Miss Bombe Atomique, mais enfin bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la culture visuelle, ça a vraiment inspiré beaucoup les artistes, mais pas que les artistes. Dans les années 50 puis 60, c'est vraiment une catégorie qui a été très, très influente, qui a fasciné et angoissé beaucoup les artistes, mais les deux en même temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a un petit peu plus de mal à comprendre la question de la fascination, mais disons que à la fois, chez beaucoup d'artistes, il y avait cette peur de l'anéantissement du monde, et qui est pas, dans son angoisse, pas forcément très éloignée de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Mélancolia. Et puis, de l'autre, une certaine forme de fascination face à l'énergie brute de l'explosion nucléaire, face à cette capacité, voilà, l'image du champignon, par exemple, ça a énormément fasciné. La pensée de Metzger, elle s'inscrit vraiment là-dedans. Elle s'inscrit dans ce contexte-là, ce contexte intellectuel, contexte visuel, qui va se cristalliser dans différents écrits qui ont beaucoup influencé l'époque, notamment un essai d'un auteur qui s'appelle Jeff Nuttall et qui s'appelle Bombe Culture, qui date de 68. Et là, ça m'intéresse parce que dans Bombe Culture, que Metzger a lu et qui l'a beaucoup influencé, Nuttall va relier directement l'ère atomique de la période de la guerre froide, de la post-seconde guerre mondiale, et le génocide nazi. Donc les deux vont être liés ensemble. Et pour Nuttall, il n'y a pas du tout d'arrêt des conflits avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a juste l'incertitude d'un monde à venir dans lequel la bombe atomique potentiellement peut dévaster la surface de la Terre.
Et Metzger est très convaincu par les théories de Nuttall, au point que, par exemple, il va soutenir une action en faisant partie des participants, tout simplement, qui est une action encore du Committee of 100 dont j'ai parlé tout à l'heure, où avec différentes personnes, il va s'enchaîner au ministère de la Défense au Royaume-Uni, à Londres, avec une affiche qui dit « Hitler a essayé de détruire le monde, un peuple, pardon. Aujourd'hui, les tyrans nucléaires menacent d'anéantir toute la race humaine. » C'est quand même important de préciser que même si Metzger a cet engagement en tant qu'activiste, très fort chez lui, c'est très très important, il ne faisait pas du tout l'unanimité chez les partisans du désarmement nucléaire et il était très souvent critiqué. Je pense que par gentillesse et par amitié, on rendait très souvent compte dans des journaux, par exemple comme Peace News, qui était une grande revue pacifiste anglaise, on rendait très souvent compte des actions de Metzger, mais souvent... Et je vais dire que c'est le mot poli, mais on dit que voilà, les journalistes disent on est très sensible au message social de Metzger, mais on n'est pas très sensible à la forme que ça prend. Donc, c'est-à-dire que dans le monde de l'art, il était un petit peu marginal, puis alors, dans le monde activiste, il l'était aussi, parce qu'on considérait que ses œuvres, finalement, venaient en contradiction avec ses engagements activistes. Alors attends, je vais essayer de passer un petit peu parce que je me dis le temps passe. Je vous vois fatigués, enfin je vois des mines fatiguées, donc je vais juste avancer un petit peu. Puis au pire, voilà, il y aura des questions, c'est pas grave. Pour avancer un peu, alors bon, on va dire à partir de 1959, Metzger va dérouler un fil sur l'art autodestructif qui prend pas vraiment de forme concrète, sauf ces sortes de performances à l'acide. Et puis en 1966, il y a une sorte de passage à l'acte de la part de Metzger avec l'organisation d'un symposium. Alors, je ne sais pas comment expliquer. Ouais, c'est une sorte, des rencontres, aujourd'hui on pourrait dire ça, sur 2 jours, qui sont organisées, alors, sur un peu plus en fait, peut-être plutôt 3 jours, qui sont organisés à Londres, à l'Africa Center. Et alors, bon là vous avez l'affiche, très années 60. Et alors, pour vous donner une idée, c'était plus ou moins en différentes parties. Vous aviez des moments de discussion vraiment très calmes et très posés, avec différentes personnes, des artistes, des poètes, des médecins aussi qui étaient présents. Plein de personnes liées à la création. Voilà. Donc, dans la salle de l'African Center, comme vous pouvez voir sur ces images, là en bas, je vous ai mis, alors on voit, il y a Metzger. Là, c'est Wolf Vostell, Alanson, donc tous les 3 des artistes, John Sharkey qui est poète, et Yoko Ono. Donc Metzger avait vraiment voulu organiser un gros événement, donc il avait invité des personnes à l'international, ce qui n'est pas rien, au milieu des années 60. Donc il y avait cette partie-là qui était vraiment des conférences, des explications, etc. Et puis, ah oui, alors je vous avais trouvé des jolies photos de groupe. Évidemment, si vous connaissez personne, on s'en fiche un peu. Mais j'ai trouvé ça très mignon et très tendre que les artistes veuillent faire des photos de groupe du Destruction in Art Symposium, qui était quand même un truc avec que des gens qui détruisaient des trucs, quoi. Et de faire des petites photos de groupe très, très mignonnes comme ça. Bon, c'était juste pour vous dire, si vous connaissez ces artistes, qu'on reconnaît différentes personnes. Là, vous avez Jean-Jacques Lebel, par exemple. Vous avez Jean Toche, qui est un poète belge. Ici, vous avez Juan Hidalgo, qui est un artiste espagnol. Bon, vous avez des personnes de plein de nationalités différentes qui ont été réunies, rassemblées au cours de ces journées. Et puis, donc, il y avait, c'était un peu l'autre partie, une partie vraiment beaucoup plus performative, évidemment. Alors, je passe encore un petit peu plus rapidement. Et donc, alors, pour décrire quelques-unes de ses performances, par exemple, il y a John Latham, qui est un artiste anglais que vous voyez en haut à gauche, qui a détruit des livres, alors en plus ça avait provoqué la colère de Metzger, qui, je pense, pensait beaucoup à des autodafés, alors que Latham ne devait pas trop penser vraiment à ça. Igor Davis, en bas à gauche, qui a détruit des mannequins avec des explosifs. En bas à droite, Prodias, qui peignait avec des explosifs. Et je crois vraiment qu'il y a eu une sorte de vrai malentendu entre l'idée de Metzger pour qui l'autodestruction,
c'est une forme politique dans un monde qui est le monde post-Seconde Guerre mondiale et qui est le monde de la guerre froide, et qui est un monde aussi où les questions écologiques commencent à intéresser beaucoup Metzger, et par la suite, il va beaucoup travailler sur ces questions. Donc un malentendu entre ses positions à lui et les artistes qu'il a invités qui se sont plutôt penchés sur la destruction comme une forme pulsionnelle, violente, une émanation de la période, etc. Donc, pour citer d'autres œuvres, voilà, il y a eu aussi la performance célèbre de Yoko Ono, Cut Piece, qui a été réalisée à l'Africa Center. Il y a eu des petits scandales pendant ce dia. Ça ne s'est pas du tout passé comme une lettre à la poste, tout simplement parce que, par exemple, lors des fameuses conférences, certains artistes ont provoqué des émotions très fortes, notamment un artiste qui s'appelle Ralph Ortiz, qui avait dit qu'il sacrifierait un poulet dans une performance. Ça ne s'est pas du tout passé, donc ça a été relayé beaucoup par la presse, et puis très rapidement, dès le lendemain, il y a des manifestants, des manifestantes anti-souffrance animale qui sont venus au symposium. Donc il y a eu, alors, aucun poulet n'a été sacrifié. Apparemment, Metzger a refusé en fait qu'il y ait le sacrifice du poulet comme Vostell. Enfin, il y a eu un vrai débat chez les artistes qui ne comprenaient pas pourquoi ce sacrifice de poulet. Mais il y a quand même eu le sacrifice de piano. Bon, évidemment, un piano a une âme très différente qu'un poulet, mais disons qu'il y a eu quand même ces scandales qui ont été importants, et aussi les performances de certains actionnistes viennois qui ont valu, en l'occurrence à Metzger et à John Cherka, qui était co-organisateur, une amende, une convocation par la police un peu de temps après, et une amende parce que Hermann Nietzsche s'était acharné dans une performance sur un cadavre d'agneau. Voilà, donc vous voyez très mal sur cette image, et je vous propose que nous passions très rapidement à l'image suivante pour ne pas vous faire trop de peine. Voilà. Là, c'est charmant. Pardon ? Le Macabée, c'est très charmant, on dit ça. Oui. Non, mais c'est pour ça que c'est bien de revenir à... Non, c'est pas bien de revenir à des livres qui brûlent, mais je veux dire, bon, ça fait quand même un peu moins... Ça fait quand même Il y a une limite, on se dit souvent. Mais non, mais vous inquiétez, on pourra reparler de Ralph Ortiz après, si vous voulez. Mais voilà, donc je pense vraiment qu'il y a eu cette sorte de grand malentendu, et même Metzger, je crois, n'a pas réalisé de performance pendant ce festival. Il était organisateur, et il y a une sorte de détachement assez fort entre son idée de l'autodestruction et la destruction qui a été en place au cours de ce symposium. Et qui plus est, il a été désavoué aussi par les pacifistes de Peace News, qui en ont rendu compte d'une manière moyennement polie. Voilà. Et cette incompréhension, et j'en viens presque à la toute fin, mais c'est poursuivi, vous allez voir, à mon avis, d'une manière assez forte, mais parce que je suis une grande défenseuse de Metzger, donc voilà, c'est un peu mon petit chouchou, j'ai envie de le défendre un petit peu malgré tout. 2 ans après ce DIAS, ce symposium londonien, il y a eu un autre DIAS, un DIAS New York, qui a été organisé à la Judson Memorial Church et à la Johnson Gallery, donc cette fameuse église très avant-gardiste qui accueillait beaucoup d'artistes dans les années 60. Et ce Destruction in Art Symposium, qui prend vraiment le même nom, DIAS, voilà, DIAS, USA, avait prévu d'organiser des performances. Alors vous voyez ici un programme dans lequel on voit qu'il peut y avoir performances d'Hermann Nietzsche, de Nam June Paik, de Charlotte Moorman, etc. Il y a eu bien des performances qui ont eu lieu, hein. Je vous montre quelques images. Là on voit c'est Charlotte Moorman en train de réaliser une œuvre de Paik au casse un violon. C'est encore une performance de Ralph Ortiz. Ici c'est différents performeurs qui sont en train d'attaquer des blocs de glace au pic. Et puis parallèlement à ça, il y a eu une exposition organisé au Finch College Museum, pardon, dans lequel étaient présentés beaucoup d'artistes de cette période qui travaillaient sur la destruction. Effectivement, il y en avait beaucoup. Il y avait les brûlures d'Alberto Burri, il y avait les brûlures d'Autopine aussi, il y avait lacération de Lucio Fontana, juste pour en citer quelques-uns, les tirs de Niki de Saint-Phal, des machines de Tinguely. Enfin, et en fait, un nom manque à l'appel. Il n'y a pas Metzger dans le DIAS USA. Il n'a pas été invité, donc je ne sais pas s'il n'a pas été invité, s'il n'a pas participé, mais son nom n'est jamais mentionné dans aucun document du DIAS USA qui a été organisé par Ralph Ortiz et d'autres. Metzger n'apparaît nulle part. Au point même qu'une des participantes, elle dit, nous, on a inventé le DA, Destructive Art.
Moi, j'appelle ça, bon, voilà. En termes de récupération, je pense qu'on est plutôt pas mal, quoi. Je crois vraiment que voilà, il y avait une différence de taille entre la pensée de Metzger et la pensée de quelqu'un comme Ralph Ortiz qui n'hésitait pas à déclarer «Nous sommes tous des nazis en puissance». Je crois que c'est pas du tout en fait ça la, la façon de penser de Metzger, pour qui l'autodestruction, elle a d'abord un sens qui est très humaniste et très sombre et très pessimiste, et pas du tout dans l'idée d'une sorte de violence, de pulsion meurtrière, de choses qui se référeraient à Lacan et à Artaud en même temps. Je crois que c'était pas du tout ça. Mais, peut-être pour lui donner un peu raison, le Dias USA en fait n'a pas réussi à s'achever comme il devait s'achever. Il devait se dérouler sur plusieurs semaines, et il a été très rapidement rattrapé par ce qu'on appelle entre guillemets le réel, l'assassinat de Martin Luther King en avril 1968. Et les organisateurs, dont Ralph Ortiz, ont interrompu brutalement le symposium en écrivant, je cite, «Il y a un temps pour cesser toute destruction, même celle de l'art». Et je crois vraiment que c'est ça la distinction très très forte avec Metzger, pour qui l'art n'est pas du tout distinct de la vie. Voilà. Euh, je crois que voilà, c'était, enfin, la petite conférence que je viens de donner, enfin petite, non, très longue, très, désolée, c'était peut-être un peu barbant, mais il y a une vraie austérité dans tout ce que je vous ai montré. Il y a une radicalité parce qu'il y a très peu de choses, il y a très peu d'images, il y a très peu d'objets, il y a très peu de choses qui demeurent. Et même aujourd'hui, si vous voyez une exposition de Gustave Metzger, souvent on vous montre les manifestes, les textes, quelques images d'archives, quelques films. Mais je crois que c'est vraiment cette radicalité-là qui fait aujourd'hui toute la force de Metzger, y compris dans la période Covid. Voilà, je vous remercie, je suis désolée, j'ai été très longue. Et Bah, non, non, c'était intéressant. attendez, je vais essayer de rouvrir. Je sais pas comment. Alors, le partage d'écran s'est arrêté. Je vais voir si je peux voir la conversation et voir si je peux. Voilà, il y a des questions qui peuvent se poser à travers le chat. Oui. Vous en avez? De l'art avec mon stress? Oui, 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 surtout en ce moment. Je peux faire de l'art avec tout ce qu'on veut. Voilà. Comme on dit, l'art, il peut s'exprimer de plusieurs formes. Pardon? Comme on dit, l'art, il peut s'exprimer de plusieurs formes. Bah, moi, ce que j'aimais bien avec Metzger, c'est que chez lui, il y a l'ouverture de toutes les possibilités. C'est pour ça que cette liste très longue de on peut faire de l'art avec de l'argile, de la balistique, machin. Et en fait, il ne le fait pas. On peut C'est ça que je trouve très très beau. Il y a toutes ces possibilités, mais au lieu de vouloir toutes les expérimenter, il y a la continuation d'un propos théorique sur l'art, mais pas forcément sa concrétisation. Eh ben, Alors, Miss Atomic Bomb, ah oui, oui, ça, oh là là, et oui, c'était quelque chose, Miss Atomic Bomb, mais des concours un peu de ce type ou des choses liées à la bombe atomique, des gâteaux en forme de bombe atomique, enfin, il y a eu toute une culture atomique liée à quelque chose qu'aujourd'hui on pourrait appeler le fun ou le, le, le loisir, la distraction, qui a été très important aux États-Unis dans les années 50. Alors même qu'on était 10 ans après Hiroshima et Nagasaki, c'est quand même. Oui, alors, oui, effectivement. Alors, ce que disait Jean-Baptiste Farkas, effectivement, Christine Stiles, c'est vraiment la spécialiste de l'art autodestructif. Elle a écrit énormément sur Metzger, sur le Dias. Euh, mais Jean-Baptiste, elle défend quand même un peu Metzger, non? Hein. Et oui, à la Biennale de Lyon, oui, il y avait une œuvre de Metzger. Et en fait, il y a une œuvre de Metzger qui a été refaite et achetée notamment par le musée d'art de Lyon. Comment est-ce que se tenaient ces conférences? Alors, c'est marrant parce que vraiment, quand on regarde les endroits où Metzger a organisé ses conférences, ses rencontres, enfin, je ne sais pas si on parle du Dias. Ah, ça, on parle peut-être du Dias. Quand est-ce que se tenait? Alors ça s'est tenu à l'Africa Center à New York, qui était un lieu qui a hébergé, abrité différents événements. Bon, je ne sais pas si ça a été loué, je suppose peut-être. Après, pour les autres conférences de Metzger, souvent c'est dans des contextes. Quand je vous dis conférence à la Temple Gallery, on se dit ah waouh, c'est une galerie, c'est genre Templon. Non, 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 c'est une galerie non. Enfin, c'était en général des galeries non commerciales tenues par des amis artistes. Enfin, faut pas fantasmer le truc, hein. C'était pas.
c'était pas dans le bottin mondain de l'art, hein. Je pense qu'il y avait en général pas grand monde. Enfin, il faut relativiser un peu l'influence de Metzger. Ça a marqué plus tard le travail de Metzger. Metzger, il a été un peu oublié pendant une dizaine d'années. Il y avait un peu que Christine Stiles qui écrivait sur lui, d'ailleurs. Aucun poulet n'a été blessé dans le tournage. Oui, voilà, c'est ça. Je crois même, il y a une histoire, je me souviens plus très bien. Je crois que Caroline Schneemann est allée sauver un poulet. Je me souviens plus très bien. Eh ben, Une mission Miss Covid. Ah ouais, mais vraiment, si vous voulez imaginer un costume, je ne sais pas ce que vous allez mettre, quoi. Alors, ah oui, je sais pas du tout en fait l'Africa Center. Il me semble que c'était un lieu destiné aux personnes issues de la diaspora africaine, mais là, j'avoue, j'en sais pas beaucoup plus. Oui, oui. Est-ce que tu Ah sais oui. s'il fait, Alors, lui, un lien avec la question justement de l'archivage de l'archivage des objets au cours de la colonisation et le fait qu'on archive des objets qui ont pour vocation à eux-mêmes s'autodétruire, comme je le dis, typiquement le totem, enfin il y a quantité des poupées, des choses comme ça qui normalement se dissolvent et qui sont trompées et coupées de leur cycle naturel en étant exposées dans le musée. Un peu à la manière dont lui, il a l'air de dire, l'art c'est une pratique, et donc si on l'archive dans le musée, on le détruit comme pratique. je pense que le parallèle est juste, mais je crois pas que lui l'aurait fait. Et je suis pas sûre que ça le concernait. Je pense que c'est vrai que son travail et sa pensée sont vraiment très orientés sur son passé aussi d'enfant de la Seconde Guerre mondiale, avec cette sensation, je pense qu'il n'est pas du tout entendu. Il fait partie des années 60-70, et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, oui, c'était des années qui étaient joyeuses, libérées, etc. Mais nous, on était quand même des enfants de la Seconde Guerre mondiale. Lui, Spoerry, des gens qui ont connu les privations, des morts violentes, c'est pour certains des déportations, enfin, et qu'il y avait une sorte de complexité à être dans ce monde-là. Parce que d'une manière générale, on a parfois une image des années 60 comme vraiment des années qui sont d'abord des années de joie et des années de libération, puis c'est les années des révoltes étudiantes, etc. Mais en réalité, en 1960, les gens qui avaient 15 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, ils en avaient 30. C'était tout frais, en fait. C'était vraiment, c'était avant-hier, quoi. Et je pense qu'il y avait cette dichotomie-là. Après, sans être complètement pessimiste et finir avec des trucs vraiment trash, mais Metzger dit, dans les années 60, on avait encore l'espoir que ça pourrait bouger. Voilà. Et par la suite, non, pardon, mais c'est vrai que par la suite, en fait, Metzger a beaucoup travaillé sur les questions écologiques dans la suite de son travail, notamment la pollution automobile qui a vraiment attiré énormément son attention, les énergies fossiles. Et pour le coup, il s'est orienté aussi vraiment vers cette question de une autodestruction possible, mais presque, comment dire, inéluctable. Voilà. Bon, là, j'ai vraiment... Attendez, je vais essayer de trouver quelque chose de positif à dire. Alors, est-ce que Metzger, aujourd'hui, a réussi à échapper au marché de l'art? Oui, alors, oui, non. Enfin, on va dire, comme personne, d'une certaine manière. Il y a, il y a Emma qui est morte. Oui, alors effectivement, on voit Metzger dans des galeries, des musées, etc. Il y a des objets qui sont vendus, qui sont commercialisés. Après, par rapport aux artistes de cette même période, ça reste quand même marginal, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, ce qui peut être fait, par exemple, ça peut être des rééditions. Par exemple, la galerie Michel Didier à Paris fait des rééditions d'œuvres, enfin, même ouais, d'affiches de Metzger. Mais c'est très austère comme forme. Et oui, il y a quand même une rentrée dans le marché de l'art, mais Metzger est décédé aujourd'hui. Et finalement, l'entrée dans ce marché de l'art est arrivée extrêmement tard dans sa vie. Je crois même que pendant des dizaines d'années, il était passé complètement... Enfin, qu'il était tout à fait méconnu. Voilà. Alors, le rapport de Metzger au public, aux spectateurs bourgeois... est-ce que... C'est compliqué parce qu'en fait, je crois qu'il n'y avait quand même pas vraiment de spectateurs bourgeois dans les choses de Metzger. Finalement, c'était quand même tellement marginal qu'à mon avis,
je le dis vraiment honnêtement, je pense que c'était d'abord les copains de Metzger qui étaient là et les rares personnes très sensibles à des choses vraiment d'avant-garde. Ce qui fait que, par exemple, il avait une grande fan qui s'appelait Jazia Rechardt, qui a été une grande critique d'art de l'art autodestructif, et la seule d'ailleurs. Et je crois qu'elle venait à toutes ses performances et elle écrivait des articles dans le Daily Express en disant « Ah, encore une performance formidable, c'était génial, on était nombreux », et c'est faux. C'est pas grave, mais disons que non, non, mais c'est très bien. Elle a souhaité, elle a beaucoup encouragé, elle a développé quelque chose qui s'appelle Expandable Art, qui est un art qui n'a pas de durée de vie. Mais il n'y a pas eu d'autres artistes que Metzger dans l'Expandable Art de Jazia Rechardt. Donc il y a quand même pas eu, c'est vrai, de rapport trop bourgeois au moment même où il faisait ses actions. Et tout est toujours un peu décalé parce que quand il fait ses performances là en plein air, en fait, c'est même pas en lien avec une école d'art, c'est en lien avec une école d'architecture. Donc il y a une sorte de décalage complet. Et je crois qu'il y a une sorte de malentendu général dans les années 60. Il est toujours un peu à côté, quoi. Est-ce que tous les objets ne seraient pas voués aux effets du temps, sauf les œuvres d'art? Oh bah non, les œuvres d'art aussi. Tout est voué à... Alors, si je vais vous citer une très jolie phrase de Tinguely qui me plaît beaucoup, Tinguely dit que tout le monde lui disait tout le temps que ses œuvres, elles étaient très précaires, elles allaient se détruire, et il dit, moi, j'ai un ami qui travaille le marbre, et un jour, son marbre s'est pété en deux dans la rue, quoi. Et ben là, il s'est vraiment pété. Il dit, alors que moi, mes machines, on peut les refaire quand on veut, quoi. Et il dit toujours, enfin, Tinguely répète très souvent cette phrase qui est trop belle, je trouve, et qui vraiment devrait être un modèle en école d'art, où il dit que c'est une phrase de Lao Tse, mais je crois qu'il dit absolument n'importe quoi. Le doux est plus fort que le dur. La langue qui est douce demeure, les dents qui sont dures se cassent. Voilà. Ça, c'est pas beau. Bon, ça serait une magnifique conclusion. Mais... Ah oui, oui, oui. Oui, pardon, Camille. Oui. Et comment Metzger différencie la destruction de l'autodestruction? Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a eu plein de projets faits par Metzger, d'autres œuvres autodestructives, notamment un truc avec un programme informatique qui fait que ça se détruit de l'intérieur, donc qui n'a jamais été réalisé. Je crois qu'il y a vraiment l'idée de l'autonomie de l'œuvre dans l'autodestruction. Normalement, la bonne œuvre autodestructive, elle s'autodétruit vraiment, et surtout au moment où on ne s'attend pas. Ça, c'était un truc que Metzger voulait, c'est-à-dire on place l'œuvre, imaginons dans un contexte public, et 18 ans après, alors que tout le monde l'a oublié, l'œuvre s'autodétruit, mais d'un coup. Et je crois qu'il y avait vraiment cette idée-là que les œuvres, tout à coup, elles prennent avec l'autodestruction une autonomie. Donc, ce qui est différent de la destruction, qu'on pouvait plus voir dans les performances que je vous ai montrées, où là, l'artiste détruit vraiment quelque chose. Est-ce que la destruction qui pratique n'est pas une façon d'imaginer une autre forme d'organisation? Dans quel sens? Il y a trop de trucs. Bon, ça, je regarderai après. Ah oui, d'accord. Qui est CC? Ça, je ne sais pas. Pardon. Vous m'en posez de ces cols? Moi, c'est historienne de l'art. Hein. Non, pardon. Non, c'est vrai, en fait, c'est parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, excusez-moi, c'est Carlos. Oh, voilà, Carlos. J'arrivais pas parce que j'avais mis que les personnes qui étaient en vidéo, donc je me trouvais pas. Voilà, donc non, parce que je pensais un petit peu, donc en posant la question, de savoir que quand même en arrière-plan de cette destruction, il y a une remise en question de certaines choses, notamment là, du capitalisme et de l'atomique qui arrive à ce moment-là en force. Et que donc, à travers cette remise en question, il n'y a pas aussi l'imaginaire d'un autre monde, ou est-ce que c'est purement, nihiliste, quoi, voilà. Non, non, mais je crois que c'est pas nihiliste comme pensée. C'est très eschatologique, c'est très sombre, et
et peut-être un peu désespéré, mais par contre, je ne crois pas que ce soit nihiliste. En revanche, même si Metzger a été très proche de beaucoup de groupes politiques, je crois qu'il y a quand même chez lui le refus d'écrire, par exemple, des textes qui ne seraient que politiques. Les choses sont toujours mêlées, c'est-à-dire que dans ces manifestes, ça parle d'art et aussi d'engagement politique, mais par contre, c'est vrai que j'imagine mal écrire un texte qui serait un texte de nouvelle organisation de la société dans un contexte autodestructif, je ne crois pas. Et c'est ça d'ailleurs qui a été un peu... je pense, à l'origine de ces problèmes avec les pacifistes de Peace News, enfin qui étaient ses amis hein, d'ailleurs, qui étaient ses amis de lutte, qui étaient des gens avec qui il militait, c'est que pour ces personnes-là, le travail de Metzger en fait est superfétatoire. Il est nul et non avenu, c'est-à-dire que eux considèrent qu'il esthétise quelque chose qui est trop grave pour rentrer dans le champ de l'art. Et c'est vrai que le Dias a beaucoup choqué, et je pense que même Metzger a été heurté par son propre événement, parce que c'était très éloigné de la dimension politique qu'il avait. Oui, enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire par une organisation, c'est qu'il était quand même militant, quand même d'une certaine façon, et qu'au minimum, il estimait que l'art faisait partie de la vie et bon fluxus, quoi, et que donc il y a quand même derrière ça, ben oui, moi je pense effectivement que c'est pas du tout nihiliste, mais que derrière ça il y a, bon, si ce n'est une forme d'organisation, en tout cas une remise en question de politique, et donc quand même un espoir, donc une autre organisation possible, quoi. Organisation, c'est peut-être un mot un peu fort, effectivement. Non, mais je vois très bien, parce qu'effectivement, même dans le champ de l'art, pour lui, voilà, il y a vraiment l'idée de, si possible, de sortir du monde marchand, et en même temps, il sait que dans toutes ces propositions, il y a une forme d'ambiguïté, parce que par exemple, il dit l'art autodestructif, ça devrait être une forme d'art public qui est financé soit par l'État, soit par les industriels. Mais il dit que c'est très ambigu. Mais il a raison. Voilà, non, mais évidemment, ça l'est. Et c'est d'ailleurs pour ça que, heureusement, c'est pas un très grand militant politique. Je pense que c'est un très bon artiste, mais je pense que des choses sont assez floues, et c'est d'ailleurs ça qu'on lui reprochait, d'un point de vue. D'accord, merci. Et après, pardon, il y avait une question à laquelle je n'avais pas répondu. Pourquoi Spoerry a censuré Metzger? Alors là, pour le coup, ça reste un mystère pour moi, parce que l'œuvre de Metzger, c'était une œuvre sur les missiles de Cuba, et j'ai pas du tout compris pourquoi ça a été... Je pense pas que ça a été vu comme une censure, mais vraiment comme juste un non-accrochage, mais c'est très mystérieux. Je peux pas vraiment expliquer. Et en plus, ça ressemble pas à Spoerry, et on trouve pas de traces sur pourquoi il n'a pas été exposé. Et après, alors pour Valéria, voilà, oui, ben ça je connaissais pas. Voilà. Ah oui, d'accord. Ben, je sais pas, je peux pas vraiment répondre. Proche de l'anarchisme, je dirais que c'est plus flou que ça encore. Ce serait trop beau de oh mais c'est trop beau cette tasse à thé. Je vois des choses sur les écrans. Oui, elle est très belle cette tasse à thé. Bon, je suis peut-être la seule à la voir, mais j'adore voir ces petits mosaïques. Voilà, c'est très joli. Je pense que c'est toujours plus flou que cela. À mon avis, chez Metzger, il y a un désir très fort, surtout de ne pas être trop autoritaire dans les formes qu'il développe. Donc, par exemple, il n'y a pas de référence à l'anarchie politique ou au communisme. Tout ça est avec beaucoup plus de réserve. Et à mon avis, j'ai bien précisé, parce que je pense que c'est important, que Metzger a voulu être apatride. Ce qui est quand même étonnant, parce que justement, beaucoup d'artistes qui ont été un peu dans la situation de Metzger ont cherché à la fin de la guerre soit à retrouver la nationalité des parents, à retrouver une nationalité. Dans le cas de Metzger, justement, il y a ce désir-là de demeurer flou, quoi. C'est une réponse, je conçois bien qu'elle est mise à distance, mais c'est un personnage un peu mystérieux, comme. Il y a encore quelques questions pour Camille. Lauriane te remercie. À moi aussi. On pourrait peut-être, je ne sais pas, à moins qu'il y ait d'autres questions.
clore cette première demi-journée en sachant qu'il y aura bien d'autres volets encore et que déjà on se retrouve dès demain à la même heure à 14 h avec Frédéric Aïtouati et Paul Maïké. Attendez, je voulais... merci. En fait, j'ai envoyé à Jean-Baptiste Farkas, mais je voulais vous remercier. Pardon, je voulais vous remercier, c'était très... Merci à vous, merci à tout l'auditoire d'avoir été si présent, si actif. Et là aussi, tout simplement, dans ces conditions un peu particulières. Donc demain, le live sur YouTube sera là aussi, de sorte à compenser ce problème de jauge là descend. Donc on devrait tous y arriver en plus. Ça rentrait. J'ai une question à propos de cette espèce de live YouTube. Vous envoyerez le lien sur email, c'est bien ça? Oui, absolument. Ça sera envoyé sur le lien. Alors ça s'autodétruit, donc ne craignez pas pour votre réputation. Ça va disparaître. Voilà. Donc merci aussi Morgane Labarre, Jean-Baptiste Farkas qu'on a vu dans le chat, Anne-Valérie Gasque et Camille Vidcock qui étaient là avec nous, même si c'était en fantôme, à hanter notre conversation. Voilà, et bonne soirée à tous. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. À demain. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.